Monsieur Cherpion, bonjour et bienvenue dans ce nouveau point sur les marchés financiers. À mes côtés, vous l'aurez peut-être déjà reconnu, le petit Mozart de la finance, Guy Wagner. Bonjour Guy. Bonjour. Alors Guy, vous êtes gérant pour la Banque du Luxembourg d'un fonds qui s'appelle Global Flexible et que vous connaissez déjà certainement pour l'avoir en portefeuille. Alors Guy, ça vous a évidemment pas échappé. Le mois de mars, eh bien, on a connu un mouvement de crainte lié à une crise financière, en tout cas une crise des banques à ce stade-ci aux États-Unis, puisque plusieurs banques se sont déclarées en faillite ou quasi faillite. Ma question, elle est toute simple. Est-ce qu'on va revivre un 2008 bis ou pas? Première chose peut-être par rapport à ça déjà, c'est que vous savez qu'on n'investit jamais dans les banques. Donc, de ce point de vue déjà pour le fonds, il n'y a pas de banque dans le fonds. En ce qui concerne ce risque d'effet de contagion et de crise financière, non, je pense que quand même on a appris, ou j'espère en tout cas qu'on a appris des erreurs du passé. La réaction notamment des autorités américaines et de la Réserve fédérale par rapport à la faillite ou des faillites des banques en Californie a été assez immédiate. Et donc, de ce point de vue, je pense que ce risque d'une véritable contagion est limité. Maintenant, il faut savoir, on a eu pendant plus de 10 ans des politiques monétaires extrêmement accommodantes avec des taux d'intérêt très faibles qui ont finalement encouragé la prise de risque, le recours à des effets de levier. Et aujourd'hui, il y a plein de choses dans les bilans des banques, on ne sait pas trop ce que c'est, comment c'est évalué, comment c'est valorisé. Et donc, effectivement, le risque pour l'une ou l'autre banque, la hausse des taux d'intérêt, ce qui s'est passé l'année dernière avec la chute des marchés obligataires, ça leur pose des problèmes, mais tout à fait réels. Oui. Heureusement, le gouvernement américain est quand même rapidement intervenu Tout à fait. pour soutenir les choses et éviter effectivement ce risque de contagion comme c'était le cas il y a une quinzaine d'années. Alors, Guy, vous en avez déjà un petit peu parlé. L'année 2023 sur les marchés boursiers, évidemment, sera très sensible à la question de l'inflation et à la réponse qu'apportent les banquiers centraux. Aujourd'hui, où en est-on, pardon, avec les taux d'intérêt et selon vous, vers quel taux marginal devrait-on arriver autant en Europe qu'aux États-Unis? Et par rapport à ce contexte-là, est-ce que vous, en tant que gérant d'un fonds qui est flexible, vous n'avez peut-être pas un avantage par rapport à un gérant d'un fonds qui serait pure action ou pure obligataire, ou même par rapport à un tracker avec une gestion passive? Oui, vous l'avez déjà dit, donc les politiques monétaires, et notamment la politique monétaire de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, est pour l'instant complètement orientée de façon à lutter contre l'inflation. L'inflation qui a commencé à reculer, mais ces derniers mois notamment, le recul ne s'est pas tellement confirmé. Et il y avait notamment ce qu'on appelle le noyau dur de l'inflation qui reste relativement élevé. Donc, a priori, ça signifie que la Réserve fédérale va continuer à monter ses taux. Avant justement le week-end avec la faillite des banques en Californie, le marché s'attendait éventuellement même à une hausse des taux de 50 points de base ce mois-ci, donc la semaine prochaine, et que la Fed allait monter les taux jusque, disons, vers les 5,5, 5, 3 quarts. Bon, ensuite, il y a eu cette faillite qui a fait à un moment donné que le marché pensait qu'il y aurait peut-être même plus de hausse des taux. Moi, je pense personnellement que la Réserve fédérale, elle veut absolument faire en sorte qu'il n'y a pas une psychologie d'inflation qui s'installe. Donc, en d'autres mots, qu'il n'y ait pas que les anticipations d'inflation ne vont pas augmenter, de sorte que les gens vont déjà augmenter ou demander des augmentations salariales en anticipation de l'inflation qui va venir. Donc, c'est ce que la Fed à tout coup veut essayer d'éviter. Donc, je pense que normalement, elle va continuer à monter les taux, mais je pense aussi d'un autre côté qu'au plus tard, au deuxième trimestre, la hausse des taux sera finie. Et donc, Aux on aura États-Unis aux États-Unis, en Europe et aussi. en Europe aussi. Ouais. La Banque centrale européenne a tendance quand même à suivre plus ou moins ce que la Fed fait. Elle a commencé plus tard le resserrement de sa politique monétaire. Là, les taux, le marché s'attend à ce que le taux, le plafond sera autour de 3 quarts. Mhm. Ensuite aussi, la Banque centrale européenne va arrêter la montée des taux. Je pense de toute façon qu'il y a pour l'instant juste une fenêtre de temps assez limitée où les banques centrales peuvent faire cela, parce qu'ensuite, il y aura l'impact de taux d'intérêt beaucoup plus élevés sur une économie qui est fortement surendettée. Mhm. Donc, il y a tout cet effet-là qui va commencer à jouer. Donc, là, pour l'instant, l'année dernière et encore là, le premier trimestre, les banques centrales ont pu le faire, mais
cette fenêtre va bientôt se fermer. Ouais, donc on arrive tout doucement au maximum, mais est-ce que les banques centrales vont garder des taux hauts relativement longtemps? Moi, je ne le pense personnellement pas. Donc, ça dépend comment on définit longtemps. Donc, la Banque centrale américaine a clairement dit qu'elle va les maintenir à un niveau élevé pendant un certain temps. Ensuite, tout dépendra de l'impact sur l'économie. Donc, si l'économie américaine devait aller vers une récession, s'il devait y avoir plus d'accidents financiers, peut-être qu'elle va changer d'avis. Mais pour l'instant, en tout cas, en 2000, le marché pensait tout d'abord que dans la deuxième moitié de l'année 2023, on aurait déjà des baisses de taux. Cette conviction, pour l'instant, est un peu moins forte. C'était un peu trop rapidement anticipé, malheureusement ou heureusement. Je ne sais pas comment il faut dire. Dernière question, Guy, je sais que vous avez de fortes convictions sur le marché japonais, où vous êtes d'ailleurs investi. Première question, bah, pourquoi? Et puis à partir de là, quel est l'impact finalement de la réouverture du marché chinois qui pourrait ou non favoriser les marchés japonais? Oui, le pourquoi, en fait, c'est en fait une histoire. On dit toujours dans notre jargon, il peut y avoir des arguments top-down ou bottom-up. Top-down serait que, par exemple, que l'économie japonaise soit particulièrement forte, etc. Ce n'est clairement pas ça. Donc ici, c'est des arguments bottom-up. Et les arguments bottom-up, c'est que pendant longtemps, en fait, tout ce qui était traitement des actionnaires, rentabilité des entreprises au Japon, ce n'était pas très important. C'était un peu l'autre extrême, c'était les États-Unis, où c'est tout pour les actionnaires. Le Japon, c'était le contraire. Et tout ça, ça a commencé à changer il y a quelques années. Il y a maintenant une augmentation structurelle de la rentabilité des entreprises japonaises, sous la pression aussi des investisseurs institutionnels locaux, les fonds de pension, etc. Donc, ça va continuer. En même temps, la valorisation des sociétés japonaises est relativement attrayante. En même temps, l'yen est fortement sous-évalué. Donc, on a en gros, d'un côté, le Japon avec une valorisation intéressante et une monnaie sous-évaluée. Et si on voulait un peu simplifier, de l'autre côté, les États-Unis avec une valorisation relativement élevée, dans une monnaie qui est plutôt élevée. Bien sûr, les États-Unis étaient le grand gagnant des 10 dernières années. Et on sait aussi que c'est lié au secteur de la technologie et c'est lié essentiellement à un certain nombre relativement limité de valeurs. À moins de penser que ces valeurs-là redeviennent les grands gagnants dans les années à venir, il n'y a pas vraiment de raison de continuer à surpondérer le marché américain. Et le marché japonais qui est fortement délaissé, au moins, il présente ces avantages-là. Et par rapport à la deuxième partie de votre question, il présente justement l'avantage de pouvoir bénéficier de l'ouverture de la Chine sans devoir investir sur le marché chinois lui-même, ce que beaucoup d'investisseurs, pour des raisons géopolitiques, ne sont pas tellement à l'aise avec. Ouais, et alors, dans votre fonds, quelles entreprises japonaises, parce qu'il s'agit d'actions ou plutôt d'obligations Non, c'est clairement des actions clairement des actions, japonaises. Et les sociétés, c'est un peu de différents secteurs. Donc, c'est des sociétés qui sont soit fortement, je dirais, exposées à justement la Chine, à l'exportation en tout cas, ou alors c'est des sociétés aussi qui sont plutôt sur le volet domestique. Donc, parce que même si la croissance japonaise n'est pas particulièrement forte, il y a des niches quand même qui sont intéressantes. Donc, il y a donc là-dedans des valeurs aussi connues comme Sony ou Nintendo, ou alors pour ceux qui font du vélo Shimano. Côté domestique, il y a une société comme Secom qui est dans la sécurité. Donc, ça, c'est le charme du Japon, c'est quand même que même si les sociétés japonaises ne sont pas toutes tellement bien connues, en tout cas moins connues que les sociétés américaines, il y a beaucoup de sociétés qui sont parmi les leaders dans leur domaine respectif et donc qui profitent notamment de l'émergence de l'Asie, etc. Oui, dans une multitude de secteurs. Tout à fait. Ouais. Eh ben, Guy, merci beaucoup d'avoir Merci été aussi. des nôtres aujourd'hui pour vos analyses. Et quant à nous, bah, vous le savez, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée, au revoir.